Ça ne vous a pas échappé, l'Europe est en pointe en ce qui concerne les législations pour l'adoption du véhicule électrique et des voitures électriques en particulier. Moi, je trouve ça un peu dommage que l'Europe soit en pointe sur la législation, mais pas spécialement sur l'industrie, alors que ça fait quand même 10 à 15 ans que les véhicules électriques modernes sont arrivés chez les constructeurs européens. Donc, je voulais revenir aujourd'hui un petit peu sur ça, en ayant bien conscience que, en ce qui me concerne, j'ai acheté une voiture américaine avec une batterie chinoise. Je suis dans la contradiction et j'aimerais qu'on explore un petit peu les différents groupes industriels qui existent en Europe aujourd'hui et de voir un peu quels sont leurs avantages et surtout leurs limites qui font qu'ils ne sont pas leaders aujourd'hui et surtout savoir s'ils le seront en 2035. Pour ça, je vais passer un petit peu pays par pays, en commençant par les groupes qui sont pour moi le plus à la traîne par rapport à l'électrification de leur gamme, en progressant vers les groupes qui sont à mon avis tout près d'être aussi compétitifs qu'une voiture américaine avec une batterie chinoise. Donc on verra ça au fur et à mesure et je vous propose qu'on commence maintenant. Pour commencer, je vous laisserai dire dans les commentaires si on doit considérer ce constructeur comme européen encore, vu que je vais parler de Jaguar Land Rover. Alors il n'y a pas énormément de choses à dire sur Jaguar Land Rover, si ce n'est que je suis très déçu d'où ils en sont aujourd'hui, parce qu'ils étaient quand même assez précurseurs avec le Jaguar E-Pace, enfin avec un i-Pace, qui était un grand crossover SUV électrique apparu en 2018, donc ça fait quand même un peu de temps. Et depuis, plus rien. Plus rien dans le monde de Jaguar Land Rover, et même pas sur la marque Range Rover, qui est quand même une marque qui fonctionne beaucoup mieux que Jaguar au sein de ce groupe. Et moi, je suis assez surpris parce que, étant donné que le e-Pace était vendu comme étant un crossover / SUV, ça m'aurait paru tout à fait pertinent qu'il ait un équivalent chez Range Rover, avec la marque Range Rover par exemple, un Range Rover Velar électrique sur base du e-Pace, ça aurait pu être sympa. Et on ne l'a pas. Alors il y a eu pas mal de projets qui ont bougé dans ce groupe ces dernières années, notamment une grande limousine Ingji qui a été annulée. Et de ce fait, aujourd'hui, on a toujours que le e-Pace et rien d'autre. Et c'est bien dommage, je trouve, puisque la marque était quand même en avance par rapport à ses concurrentes, notamment allemandes, sur ces marchés. Pour continuer, un très gros morceau, un groupe absolument tentaculaire d'envergure mondiale, même maintenant, c'est Stellantis. Stellantis, donc, qui est né de la fusion de Peugeot, Citroën, Opel et de Fiat Chrysler, et qui a désormais aujourd'hui un pied en Chine avec le rachat d'une start-up des véhicules électriques qui s'appelle Leapmotor. Donc Stellantis qui est positionné sur tous les marchés du monde, tout simplement. Et je pense qu'on peut facilement comparer le management de Stellantis à ce qu'a été le management de Peugeot Citroën ces 10-15 dernières années, étant donné que Carlos Tavares était d'abord dirigeant chez Peugeot Citroën avant la fusion qui a donné Stellantis aujourd'hui. Tout comme Renault ou d'autres marques, Stellantis était présent sur l'électrique, enfin Peugeot Citroën était présent sur l'électrique depuis un bon bout de temps, mais avec des investissements quand même très restreints. C'était les fameuses Peugeot Ion et Citroën C0 qui n'étaient que des Mitsubishi e-MiV rebadgés. Donc l'ingénierie, tout ça, c'était entièrement Mitsubishi, mais ça permettait à Peugeot et à Citroën d'avoir un véhicule électrique dans leur gamme en attendant de voir comment le marché évoluait. Et aujourd'hui, en apparence, il y a beaucoup de véhicules électriques chez Stellantis, chez Opel, chez Fiat, chez Peugeot, chez Citroën, chez Lancia qui vient de renaître, chez Alfa Romeo. Mais dans les faits, on a finalement assez peu de plateformes sous ces voitures. Et à part différentes carrosseries, les technologies électriques en ce qui concerne les batteries et les moteurs sont souvent les mêmes parmi ces véhicules. Et je pense qu'aujourd'hui, elles ne sont plus spécialement au niveau, en tout cas, par rapport au prix auquel elles sont vendues. Et ce qui me fait penser que Stellantis est quand même pas mal à la traîne sur les véhicules électriques, malgré la largeur de leur gamme sur ce segment, c'est pour moi deux coups d'épée dans l'eau que je vais citer parmi d'autres véhicules. Le premier, c'est la 308 électrique. La 308 électrique, elle a le mérite d'exister, mais c'est à peu près tout. On sent que c'est un modèle qui a été créé après que le projet 308 ait été figé. Et donc, on a repris tant bien que mal les éléments électriques de la 208, on l'a mis dans une 308 et on vend ça 5 à 10 000 euros plus cher. Et forcément, c'est pas du tout compétitif. Et je trouve ça très dommage puisque la 308 a quand même une super image de marque. Et c'était pour moi un véhicule tout à fait adapté pour Stellantis, pour proposer un véhicule électrique beaucoup plus polyvalent, beaucoup plus performant que la 208,
avec la possibilité justement de le vendre plus cher que la 208 électrique. Or là, avec les mêmes batteries et les mêmes moteurs que la 208, bah, c'est difficile de faire passer la pilule des 5 ou 10 000 euros de plus, alors que les prestations purement électriques de la voiture ne sont pas meilleures. Et je ne pense pas que le fait d'exister en version break, que ce soit chez Peugeot avec le 308 SW ou chez Opel avec l'Astra, ne change quelque chose malheureusement à la donne. D'autant que ça aurait été bien une 308 en électrique compétitive chez Stellantis, ça aurait permis à mon avis d'en vendre vraiment plus, étant donné que l'offre niveau moteur est pas exceptionnelle en l'état, hein, puisqu'on a soit de l'hybride rechargeable, qui est amené à disparaître d'ici finalement quelques années, en tout cas en Europe, soit les moteurs PureTech qui sont désormais à fuir comme la peste, soit du diesel. Donc voilà, l'électrique finalement aurait été la motorisation la plus pertinente pour la 308 et la plus adaptée à cette voiture, mais malheureusement on n'a pas quelque chose de suffisamment compétitif là-dessus. Le deuxième coup d'épée dans l'eau de Stellantis pour moi, c'est côté Fiat avec la 500 électrique. Je trouvais ça assez ambitieux de la part de Fiat et de Stellantis de proposer la nouvelle 500 que en électrique. Et je pense que ça aurait pu être un pari gagnant, vu l'esthétique de la voiture et le positionnement prix qui à l'origine était pas déconnant. Hein. On était quand même à peu près dans les prix d'une Zoé, voire un peu moins cher. Donc ça pouvait le faire. Le fait est, c'est que une fois que tous ceux qui avaient envie d'une Fiat 500 électrique nouvelle avec un joli design, avec un certain prix, on va dire plus élevé que les 500 thermiques, et ben toute cette clientèle là, et ben elle est arrivée rapidement sur cette voiture et désormais, et ben les usines n'ont plus assez de commandes pour tourner convenablement. Là, Stellantis et Fiat ont dû faire face à un choix. Il fallait réinvestir dans ce modèle, donc forcément dépenser de l'argent d'une manière ou en perdre d'une autre. En tout cas, ça allait être un certain coût pour eux d'investissement pour maintenir le projet de Fiat 500 à flot. Et pour moi, ils avaient deux choix. Soit continuer avec la Fiat 500 telle qu'elle est en baissant les prix, quitte à ne pas gagner d'argent sur la voiture, au moins ça fait tourner les usines, ça ramène des clients et d'ici à ce que le modèle soit présenté dans une version améliorée, eh ben on a quand même une usine qui tourne et une chaîne de production qui est active. Soit faire tourner les usines au ralenti tout en restant sur des prix de voiture qui permettent d'être rentables entre guillemets selon les comptas de Stellantis et lancer le plus vite possible une version avec des motorisations et batteries améliorées, pourquoi pas des batteries de technologie LFP pour s'assurer une meilleure rentabilité sur ce modèle. Pour moi, les deux options étaient là concernant Stellantis pour pouvoir faire face au coup de mou de la Fiat 500 électrique. Eh ben, c'est ni l'une ni l'autre qui a été choisi. L'option qui a été choisie par Stellantis, vraisemblablement, en tout cas, ça fait quand même plusieurs mois qu'on voit des articles dans la presse en ce sens. L'option choisie, c'est d'aller vers une nouvelle Fiat 500 thermique. Et je pense que là, on est vraiment contre le sens de l'histoire, qu'on soit pour ou contre l'électrification des voitures. Je pense que c'est pas spécialement une super idée que la Fiat 500, la nouvelle Fiat 500, passe en thermique ou en hybride selon le vocabulaire Stellantis. Pour faire tourner les usines. Je trouve que c'est même un aveu d'échec d'avoir à ressortir des voitures en thermique pour qu'elles puissent faire tourner les usines et se vendre suffisamment. Donc voilà, je pense que cet exemple de la Fiat 500 avec la 308 et l'électrique illustre tout à fait la situation dans laquelle est Stellantis aujourd'hui avec beaucoup de modèles électrifiés ou électriques, mais finalement pas des prix compétitifs ou en tout cas peu de modèles compétitifs dans ces gammes. Et ça va peut-être changer avec la C3 électrique, mais elle est toujours pas sur la route. Donc attendons de voir. Passons maintenant en Allemagne. Je pense que BMW et Mercedes sont à peu près ex-aequo dans leur posture vis-à-vis de l'électrification de leur gamme. Rapidement, concernant BMW, moi j'ai un immense regret, c'est qu'ils aient abandonné l'i3, et pas spécialement pour le véhicule qu'il représentait, mais plutôt pour tous les investissements qui avaient été faits autour de cette voiture, concernant l'usine, les matériaux, les méthodes de production, avec un châssis en aluminium et une coque en plastique renforcée de fibre de carbone. C'était vraiment beaucoup d'innovation pour 2013, ça remonte quand même à il y a plus de 10 ans. Et tout ça a été abandonné par BMW. Et je trouve que c'est vraiment très dommage que le groupe n'ait pas capitalisé sur ces investissements. Le gros problème de l'i3 pour moi, c'est qu'elle a été très mal positionnée d'un point de vue marketing. Ils ont voulu faire un espèce de petit cube citadin, pas spécialement joli, en tout cas moi j'aime bien, mais tout le monde n'aime pas.
Et c'était pas ce qu'il fallait faire. Je pense qu'ils auraient fait la voiture un peu plus longue avec 5 vraies portes, 5 vraies places et un coffre. Ils auraient appelé ça au hasard iX1. Et ben, ça se serait beaucoup mieux vendu. Et pour l'anecdote, vu le poids que proposait une i3, si on la faisait un peu plus grosse, et ben on aurait eu un iX1 quand même 5 à 600 kilos moins lourd que le iX1 sur le marché aujourd'hui. Ça laisse à réfléchir quand même par rapport au gâchis que sont ces investissements finalement qui ont été faits pour l'i3. Alors la gamme électrique de BMW actuelle est pas la plus mauvaise sur le marché, mais elle part sur des plateformes thermiques, donc absolument pas optimisées à 100% pour l'électrique. Et je trouve ça dommage venant d'un constructeur dit premium comme BMW, surtout avec l'historique de la i3. Et pour parler de Mercedes ensuite, je trouve que Mercedes a voulu trop faire, trop rapidement et pas assez, on va dire, intelligemment, mais pas dans le sens moqueur du terme, mais dans le sens, on va dire, économe. Parce que Mercedes, c'est une marque qui a beaucoup d'argent et beaucoup d'ingénieurs. Et donc les investissements ont coulé à flot, mais je pense qu'ils ont investi avant de réfléchir, si je puis me permettre cette critique. On a une gamme aujourd'hui qui est pléthorique avec le QA, le QB, le QC qui je crois existe encore, le QE, le QE SUV, le QS, le QS SUV, et finalement pas vraiment de véhicules compétitifs dans ces gammes. Et même sur le marché des véhicules très chers comme le QE, le QS ou leur variante SUV, et ben on est sur des modèles qui sont 20, 30, 50 000 euros plus chers que leur variante thermique, ce qui pour moi est pas spécialement acceptable, même pour du premium. Pour moi, une EQS à 130 000 euros, ça devrait être aussi compétitif qu'une Mercedes Classe S à 130 000 euros d'un point de vue prestation et équipement. Et c'est intéressant de se concentrer sur vraiment les deux extrêmes de la gamme Mercedes, avec le QA d'un côté et le QS de l'autre, qui les deux peinent franchement à s'imposer sur le marché, même si bon, elles se vendent quand même, mais certainement pas autant que Mercedes l'aurait voulu. Le problème de l'EQA pour moi, c'est que venant d'une marque premium comme Mercedes, on s'attend à ce que la voiture soit vraiment au niveau d'un point de vue des prestations électriques et aussi au niveau d'un point de vue design. Et autant le GLA est une voiture plutôt jolie, en tout cas reconnue comme telle, la manière dont ils ont dessiné l'EQA pour faire genre non, on n'est pas vraiment une GLA, avec cette espèce de masque de calandre à l'avant et la barre de feu à l'arrière, franchement c'est pas très heureux comme design. C'est des éléments de l'EQS qui ont été amenés sur un véhicule thermique qui a pas du tout été dessiné comme ça au départ, et ça marche vraiment pas. Et je pense que quand on met 40, 50 000 euros, même dans une petite Mercedes, on aime que sa voiture soit jolie. Et c'est d'autant plus vrai pour les versions à 47 000 euros, donc les versions de l'EQA qui sont restées juste en dessous du bonus, qui sont des versions plutôt d'entrée de gamme, où là, niveau design extérieur, au niveau des jantes, au niveau des phares, on n'est pas du tout sur le même niveau que les versions les plus chères. Et ça fait un peu de mal de dire qu'on achète une Mercedes avec des toutes petites jantes, des phares pas du tout adaptatifs ou Matrix ou quoi que ce soit, assez basiques. C'est dommage quand on voit que des concurrents américains avec des batteries chinoises, pour ne pas les citer, présentent bien mieux pour bien moins cher. Et de l'autre côté de la gamme Mercedes, concernant l'EQS, le problème pour moi de l'EQS, c'est aussi son design, même si il a au moins le mérite d'être un peu plus homogène que celui de l'EQA ou l'EQB. Enfin, quand on la voit en vrai, ça fait pas du tout véhicule statutaire ou quoi, ça fait juste un gros machin, une espèce de soucoupe roulante. Et je pense que Mercedes est passé à côté de son design concernant la voiture. Et pour moi, c'est pas une histoire de calandre ou de feu, c'est vraiment une histoire de proportion de la voiture. Parce que Mercedes a revu dernièrement la calandre de l'EQS et à mon avis, c'est encore pire qu'avant. Ils ont voulu mimer ce que fait la classe S avec l'étoile en bout de capot, et je trouve que ça marche encore moins bien. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez en commentaire. Avant de parler du groupe Volkswagen, un petit mot concernant Audi. Audi est dans une posture assez délicate ces temps-ci, puisque dans les années 2000 et 2010, quand on parlait marque qui innovait par la technologie, on pouvait penser Audi, ou en tout cas c'était ce que le marketing voulait. Aujourd'hui, c'est plus le cas, puisque les pure players tels que Tesla, Lucid, Rivian, surtout aux États-Unis, sont beaucoup mieux positionnés pour avoir cette image d'innovation par la technologie. Et Audi, doit se trouver une autre identité marketing, et on sent que ça marche pas très bien. Quand on voit les Q4, Q6, Q8 et Tron, qui sont ni bonnes ni mauvaises, entre guillemets, qui restent des bonnes Audi, mais des bonnes Audi des années 2010, quoi. On aimerait quand même quelque chose d'un peu au-dessus au niveau innovation et technologie.
pour les années 2020 à mon avis. Et c'est paradoxal parce que le groupe Volkswagen est selon moi pas mal positionné pour se faire une place sur le marché de l'électrique en Europe. Le Dieselgate les a vraiment traumatisés, ils ont eu les bouchées doubles dans les investissements de l'électrique. Alors avec les défauts qu'on leur connaît, hein, la plateforme MEB est très mal née, que ce soit la plateforme en elle-même hein, qui est beaucoup trop lourde, ou toute la partie connectivité logicielle qui a mis 4 à 5 ans à être fiabilisée. Mais aujourd'hui la plateforme est, on va dire, correcte. Pas leader en point de vue performance et prestations, mais tout à fait valable, surtout avec les nouvelles batteries et les nouveaux moteurs qui sont sortis cette année 2024. Et Volkswagen, contrairement aux autres groupes allemands, c'est une marque qui dans son histoire a fait et fait encore des voitures abordables, de bonne qualité. La Golf, c'est 40 ans d'histoire de voitures abordables et de bonne qualité pour tout le monde en Europe. Ça, c'est une force de Volkswagen que, à mon avis, les autres constructeurs allemands n'ont pas. Et une autre force de Volkswagen, pour moi, c'est Porsche. Porsche a fait un boulot remarquable avec la Taycan. Le but de Porsche, quand ils ont sorti la Taycan, c'était de faire une vraie Porsche. Donc une voiture qui soit performante et sportive et qui n'ait pas besoin de se reposer, entre guillemets, entre des sessions de 3 tours de circuit. C'est une voiture qui a été conçue pour rouler vite et fort dans la durée sans faiblir. Et voilà, ce pari a été gagnant. Porsche ne s'est même pas reposé sur ses lauriers avec une Taycan qui se vend extrêmement bien pour eux. Hein. Ça marche fort, hein, la Taycan chez Porsche. Ils ont sorti une version mise à jour cette année en 2024 qui, on va dire, rend quasiment obsolète la première version de la Taycan, en particulier en ce qui concerne les batteries, hein, les batteries qui proposent une densité améliorée et surtout une plage de fonctionnement thermique nettement améliorée aussi. La batterie est à ses pleines capacités des 15 degrés au lieu de 35 degrés auparavant. Et ça permet de faire des charges rapides beaucoup plus facilement, même en hiver, de préconditionner la batterie beaucoup plus vite ou autorise une récupération d'énergie beaucoup plus puissante. Et donc ça permet aussi de baisser sensiblement les consommations. Donc voilà, une nouvelle batterie et d'autres améliorations sur la Porsche Taycan qui font que elle est encore nettement dans le coup par rapport aux concurrentes sur ce segment très limité des véhicules électriques, on va dire, à plus de 100 000 euros, avec les Tesla Model S, les Lucidaire, etc., surtout pour le marché américain. Je pense que Porsche a fait du très bon boulot sur cette voiture et je suis très curieux de voir à quel point toute cette ingénierie qui a été mise dans la Taycan et maintenant dans le Macan, à quel point cette ingénierie va se diffuser au sein du groupe Volkswagen. Est-ce qu'on va retrouver des éléments qui vont pouvoir être intégrés sur la plateforme MEB, par-ci par-là, pour optimiser les performances, diminuer les coûts. Je suis très curieux de voir comment Volkswagen et les marques Skoda, Cupra, Audi même, vont évoluer en ce sens. Les deux regrets que j'ai concernant Volkswagen, en tout cas aujourd'hui, c'est que ils n'ont pas assez investi sur la Volkswagen e-Up. La Volkswagen e-Up, certes, ça rapporte pas d'argent, mais ça aurait pu rapporter beaucoup de clients. Et s'ils avaient investi davantage sur cette voiture, ils auraient pu se faire une bien meilleure image. Et je pense qu'ils auraient pu en vendre énormément. Parce que la Volkswagen e-Up, c'est une voiture qui est extrêmement bien née. Et vous ajoutez un écran avec CarPlay dessus et on aurait pu avoir une voiture quasi parfaite d'un point de vue de l'électrique pas cher en Europe. Or, c'est une voiture qui est un petit peu mise de côté dans la recherche et développement de Volkswagen. Autre problème de Volkswagen pour moi, c'est les prix des voitures. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour avoir les coûts minimaux et avoir des prix tenables. Ils essaient d'avoir des offres de leasing les plus compétitives possibles. Mais le fait est que les prix catalogue restent quand même très élevés, hein. Que ce soit pour les ID4, ID5 ou surtout ID7 dernièrement. Quand on voit une ID7 à peu près bien équipée qui est autour de 60, 70, 80 000 euros, je pense que Volkswagen est complètement à côté de son marché avec cette voiture et c'est bien dommage. Pour finir, quel est l'industriel européen qui est selon moi le mieux placé pour se faire une place sur le marché des véhicules électriques? Je pense que c'est Renault. Renault a des défauts, hein, je vais vous les citer. Mais ils ont beaucoup investi sur leur outil industriel dans le nord de la France, l'outil qui s'appelle Electricity, avec plusieurs usines qui travaillent entre elles pour avoir une production vraiment la plus concentrée possible et donc avoir le plus d'économie d'échelle possible. Et ce sera encore plus vrai lorsque la Gigafactory de Envision sera opérationnelle à Douai. Renault, je pense qu'ils ont une carte à jouer avec le Scénic et la R5.
Alors la R5, je pense que elle souffre encore des défauts du Renault d'il y a 3-4 ans, où on veut survendre un peu ce qu'est la voiture et ce qu'est le produit. Je ne suis pas sûr que ça lui fasse du bien, notamment lorsqu'on parle d'une version d'entrée de gamme qui n'aurait même pas de combo CCS. Je trouve ça extrêmement mesquin, mais bon, les gammes ne sont pas définies à 100% aujourd'hui, donc laissons-nous l'opportunité d'être agréablement surpris par ce qui va arriver dans les prochains mois. Ce qui est disponible tout de suite chez Renault, c'est la Scénic. Et la Scénic, bon, elle a quand même des avantages, à savoir une plateforme qui apparemment est extrêmement bien née. Et ça, pour moi, il faut le voir sur le poids de la voiture, qui dans sa version a très grosse batterie de 87 kWh et a, je crois, moins de 1800 kg, ce qui est absolument dingue vu la capacité de batterie de ce véhicule. Donc voilà, je pense que cette plateforme est très très bien née. Mais elle souffre quand même de défauts de jeunesse, et les défauts de jeunesse pour moi, c'est deux choses. Ce sont les moteurs qui font que la voiture consomme encore plus aujourd'hui que ma Tesla Model Y ou d'autres véhicules comparables, et ça c'est bien dommage hein, vu que la plateforme est quand même très très bien née. Et deuxième faiblesse, c'est les batteries, pour deux choses. La première, c'est que les temps de charge sont beaucoup trop longs pour une voiture de 2024. Hein. Aujourd'hui, sur ce genre de voiture, on devrait pouvoir faire un 10 à 80% de batterie en moins de 30 minutes. Et si on était au top du top des batteries, on devrait être autour de 25 voire 20 minutes. Sans aller jusqu'à une architecture à 800 volts comme chez Porsche ou Hyundai Kia. Or, le Scénic se traîne le même défaut que ce qu'avait ma Mégane, à savoir c'est une recharge en courant continu qui est beaucoup trop lente. C'est contrebalancé par une grosse batterie de 87 kWh. Mais d'un point de vue industriel, ça me paraît pas être une option valable à long terme, puisque ça fait plus de kilowattheures embarqués, plus de poids, plus de coûts pour Renault, alors que s'ils avaient une batterie 60 kWh qui charge très très vite, ça leur coûterait beaucoup moins cher à fabriquer, et pour des prestations sur la route qui seraient quasiment équivalentes à celles de la grosse batterie. Et aussi ce que j'attends moi sur la Scénic pour être vraiment au top du marché, et surtout d'un point de vue prix, c'est une version LFP de cette voiture. Je serais très curieux de voir ce que donnerait une Renault Scénic avec les batteries BYD Blade qui sont disponibles sur une Tesla Model Y comme la mienne. Je pense que ça pourrait faire des ravages parce que le package et la plateforme du Scénic sont très très bons. Hein. La voiture est légère, le logiciel Google Automotive est excellent. Vous ajoutez à ça les performances en termes de fiabilité et de recharge d'une batterie LFP BYD Blade, ça pourrait faire un carton. Donc voilà, je sais pas quand est-ce que Renault prévoit une version LFP de son Scénic, mais j'espère que ça va arriver bientôt, parce que ça pourrait être une très très bonne voiture. J'en ai fini de mon petit tour des industriels européens qui doivent contraints et forcés aller vers le véhicule électrique. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous pensez du niveau de telle ou telle marque et de tel ou tel modèle. Est-ce que vous pensez que un de ces groupes est mieux placé par rapport aux autres pour se faire une place face à Tesla et aux constructeurs chinois? Comme d'habitude, je suis très intéressé de vous lire. Et en attendant de vous retrouver, je vous souhaite une bonne route et je vous dis à bientôt.